Le pollen et les graines, ça bouge. Alors j'ai pas mal travaillé là-dessus. Moi j'ai travaillé sur le maïs. Je vous ai dit que j'avais fait une recherche là-dessus. Vous voyez, on semait des maïs à grains bleus comme ça. C'est des maïs traditionnels mexicains qui ont une coloration du grain, mais sinon à part ça, ils sont très bons à manger. Et, je, et on regardait dans des champs de maïs qui étaient autour avec des grains jaunes. Ce qui est pratique avec ce gène, c'est qu'il s'exprime tout de suite dans la graine dès qu'il a fécondé la graine. Donc, vous voyez, là, je peux vous dire d'où venait le pollen qui a fécondé chaque graine. Et vous voyez, ça, c'est à 10 mètres, à 20 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, à 200 mètres, à 500 mètres, etc. Et on a fait des manips comme ça, et on a trouvé des belles courbes de décroissance du pollen. Et en fait, on avait l'impression que, normalement, à quelques centaines de mètres, il n'y avait plus rien. Mais on a fait des manips de plus en plus loin, et on avait beau aller aussi loin qu'on voulait, on continuait à en trouver. Et pourtant, quand on fuitait des belles courbes statistiques, on tombait sur zéro normalement, quoi. En fait, on a mis du temps à comprendre ce qui se passait. On s'est rendu compte que quand vous avez des pollens qui partent, eh bien, il y en a une partie qui tombe relativement vite. Et celle-là, c'est celle que vous voyez quand vous regardez au bord du champ. Puis il y en a une partie qui part vers le haut, dans les turbulences de l'atmosphère. Et la manip qui a fini de régler le problème, en fait, ça a été une manip faite par des météorologues de Bordeaux qui sont passés en avion et qui ont récolté des pollens à différentes altitudes et à différentes distances d'un champ. Et qui ont montré que, au-dessus d'un champ de maïs, sur les 1000 mètres de zone de turbulence, c'est-à-dire entre le champ et puis la couche de nuages, en gros, en général, eh bien, vous avez une densité homogène de pollen. Et donc tout ça part avec le vent. La seule chose qui limite la distance, c'est combien de temps le pollen reste vivant. Alors ça, c'est compliqué, ça dépend de l'hygrométrie, de la température, de la vitesse du vent, de l'ensoleillement, etc. Mais le résultat, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, on atteint un espèce de plateau et on ne descend jamais à zéro. Enfin, ou alors il faut des dizaines de kilomètres. Donc, sur des dizaines de kilomètres, les pollens s'en vont. Ça, c'est vrai pour le maïs. Pour le colza, c'est encore pire parce qu'il y a non seulement le pollen, mais il y a aussi les graines. Un champ de colza, ça produit 75 000 graines par mètre carré. 75 000 graines par mètre carré. On en perd 10% à la récolte, qui partent dans le champ, chez le voisin, sur la route, etc. Le résultat, alors vous avez déjà vu des bords de route en France à l'époque de floraison du colza. Bon, à force de rendre le colza résistant à tous les herbicides, on peut se demander si on va savoir se débarrasser du colza au bout d'un moment. Parce que, quels sont les problèmes que pose déjà ce que je vous ai dit là? C'est que M. Monsanto veut vendre du Roundup et des OGM résistants au Roundup. Donc M. Monsanto rend le colza résistant au Roundup, le maïs résistant au Roundup, le blé résistant au Roundup, le soja résistant au Roundup, le coton résistant au Roundup. Et à partir du moment où vous faites ça, en gros, vous n'avez qu'une solution. C'est toute une philosophie de l'agriculture dont il s'agit. C'est, quand vous avez cultivé un champ de colza, l'année d'après, vous refaites du colza surtout. Parce que si vous mettez du blé, il y a votre colza qui va repousser et qui va bouffer votre blé. Et puis, comme votre colza il est résistant au même herbicide que votre blé, vous ne pouvez pas vous en débarrasser avec la méthode normale. Ou alors, il faut remettre les herbicides habituels, mais alors ça ne sert plus à rien d'avoir la technologie. Donc, tout ça ne marche qu'à condition d'avoir une agriculture à l'américaine. Colza, colza, colza. Pourquoi on ne fait pas ça dans nos pays? Parce qu'on sait que c'est vecteur de tas de maladies. Si vous mettez du colza tous les ans, tous les bestioles et toutes les maladies qui sont spécifiques dans le colza se fixe sur votre champ. C'est pas grave, il suffit de foutre des pesticides. Donc vous voyez le principe de l'agriculture, et c'est ce qu'on m'a enseigné quand j'ai étudié en agro dans les années 70, c'est on stérilise le sol. On garde que les 5 cm du haut, et celui-là on s'en occupe vraiment bien. On met tous les produits qu'il faut, les fertilisants, les pesticides, tout, et c'est nous qui contrôlons ce qui se passe là. Et nos plantes, on les fait pratiquement en hors-sol, sur le sol. C'est ça. Et là, comme on contrôle tout, on va avoir une productivité maximale, bien réglée, etc. Bon, on découvre progressivement les défauts de ce système-là. Il y a plusieurs grands défauts. Le premier défaut qui devient connu, c'est que ce sol-là, il ne filtre plus rien et que les nappes phréatiques deviennent toutes imbuvables. Le deuxième grand défaut, c'est que, à force de mettre toujours les mêmes pesticides, les pestes finissent par s'y habituer. Et donc, il faut augmenter les quantités de pesticides d'abord, et au bout d'un moment, il ne marche carrément plus, il faut en trouver d'autres. Or, dans la course aux armements, vous connaissez l'histoire des antibiotiques, chez les herbicides, c'est pire. Ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas trouvé un nouvel herbicide. Et pourtant, c'est pas qu'ils n'en cherchent pas. Donc,
Donc effectivement, rendre toutes les plantes résistantes à tous les herbicides, c'est un peu de la folie. Surtout qu'évidemment, Monsanto fait un colza résistant au Roundup. À côté du pont vraiment, hein, du pont de Nemours, fait un colza résistant au Liberty. Et évidemment, les deux se croisent. Et je fabrique des colzas résistants aux deux. Au bout de 3 ans, au Canada, ils avaient des colzas tri-résistants. Donc on va fabriquer des plantes dont on ne saura plus comment se débarrasser. Comme on met les mêmes gènes de résistance dans toutes les espèces, quand on fera une culture après une autre, on ne pourra plus se débarrasser de la culture d'avant. Donc on voit bien qu'il y a des trucs qui ne vont pas du tout dans la gestion, tout simplement parce qu'on n'a pas su mettre en place des régulations avant. Moi, on est un certain nombre à dire que on a inventé pour tous ces trucs-là un truc qui s'appelle l'autorisation de mise sur le marché. Avant de produire un OGM, vous devez le mettre avoir une AMM, une autorisation de mise sur le marché, comme pour un médicament. Mais ce qu'on a oublié de faire, et c'est vrai pour les antibiotiques aussi, c'est de mettre en place un code de gestion. Vous voyez, l'autorisation de mise sur le marché, pour moi, c'est un peu comme le service des mines. Quand vous voulez rouler avec une voiture, elle doit avoir été acceptée par le service des mines qui a vérifié qu'elle était capable de tourner quand il fallait tourner, de freiner quand il fallait freiner, etc. Qu'elle ne devait pas exploser instantanément si on la frôle. Mais ça n'empêche pas d'avoir un code de la route. Le service des mines ne remplace pas le code de la route. Eh bien, on a inventé l'AMM, mais on n'a pas inventé le code. Et du coup, on fait n'importe quoi. Et on ne peut pas reprocher aux boîtes de faire ce qu'elles font. C'est ce qu'elles doivent faire. Au début, d'ailleurs, dans les années 80, beaucoup de boîtes ont dit non. Le colza, on ne le rend pas résistant aux herbicides, c'est trop une saloperie, cette plante-là, il ne faut surtout pas faire ça. Et puis comme, dès qu'il y en a un qui a commencé à le faire, bah, tous l'ont fait. Évidemment. Donc voilà, vous voyez la logique, hein, qui fait que d'une technologie qui pouvait être très utile, on est en train de faire que des conneries avec. Quoi. Et alors le pire, c'est quand même que ces grosses firmes, Monsanto est en train d'abandonner toute recherche dans le domaine de la chimie, qui était sa spécialité, pour se spécialiser dans les semences. Et pourquoi il y a un enjeu énorme là? Eh bien, on le voit grâce à ce monsieur qui s'appelle Percy Schmeiser, qui a été un grand bienfaiteur de l'humanité. Il avait décidé que lui, il était vieux et qu'il n'avait pas envie de cultiver les colzas Monsanto, ça ne lui plaisait pas, il ne voulait pas signer le contrat, parce que donc, vous devez signer un contrat qui dit que vous achèterez que des colzas Monsanto, que vous achèterez que de l'herbicide Monsanto, et que vous ne cultiverez jamais les repousses, même involontaires, dans votre champ. Comme le colza, ça repousse pendant 12 ans dans un champ, signer ça, ça veut dire que votre champ, il est à Monsanto pour toujours, parce que... Donc il a dit non. Il a dit, moi, puisque c'est comme ça, je ressème moi-même mes semences, je récolte mes graines, je les ressème, et je n'achèterai pas de colza Monsanto. En fait, il savait très bien ce qu'il faisait, hein, parce qu'il savait très bien que tous ses voisins faisaient du Monsanto. Alors, à chaque fois qu'il récoltait ses graines et qu'il les ressemait, elles se faisaient un peu plus contaminées par des gènes Monsanto brevetés. Évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais tous ces gènes sont brevetés. Hein. Monsanto aussi le savait. Au bout d'un moment, Monsanto en a eu marre. Ils ont dit, bon, allez hop, ils sont allés prélever dans le champ de Percy Schmeiser quelques plantes. Ils les ont analysées au labo. Ils ont montré qu'il y avait leurs gènes brevetés à l'intérieur. Et ils ont fait un procès à Schmeiser en disant qu'il leur devait 400 000 $ de dommages et intérêts pour ne pas avoir payé les royalties à Monsanto en semant des semences possédant le brevet. Plus, il n'avait plus le droit de semer ses semences, puisqu'il y avait leurs gènes dedans. Procès, appel, etc. Cour suprême canadienne a statué, elle a dispensé Schmeiser des 400 000 $. Je vous avoue qu'on n'était pas rassurés parce que c'était pas gagné, ça. Sinon, il était ruiné, c'était foutu. Mais il n'a plus le droit de semer ses semences. Et ça, c'est le point essentiel, comprenez bien. Parce que, bon, je passe là-dessus, mais le but de ces entreprises, c'est de s'approprier les ressources génétiques de la planète. Hein. Il y a eu toute une controverse là-dessus, mais maintenant c'est parfaitement établi. Les maïs traditionnels mexicains sont bourrés de gènes, de transgènes nord-américains maintenant. Enfin bourrés, il y en a. Si vous interdisez aux agriculteurs de semer des plantes qui possèdent des gènes brevetés, je vous garantis qu'il n'y a plus grand-chose qu'on va pouvoir semer à l'échelle de la planète. Toute l'histoire des OGM, c'est d'abord l'histoire d'une guerre des semences. Le problème est qui va posséder ces trucs-là qui sont à la base de toute la nourriture de toute l'humanité. Vous vous imaginez un petit peu l'enjeu? Je comprends qu'ils mettent le paquet Monsanto. S'ils gagnent, ils sont les rois du monde. Hein. Comment? Pardon? Non, en Europe, il y a très très peu d'OGM actuellement. Hein. En Europe, même.
Il y a très très peu d'OGM autorisés en Europe, il y en a 0 en France. À la culture, il y a des essais, mais il n'y a pas de culture. Alors voilà, je pense que ça c'est un point qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que derrière toutes les questions de savoir est-ce qu'il y a un risque pour le type qui bouffe des OGM, ben oui, il y a un risque parce qu'il y a toujours un risque. En plus c'est vrai qu'on se démerde pour faire des tests qui ne permettraient pas de voir des risques s'ils ne sont pas énormes. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous mangez un OGM, vous ne tomberez pas raide mort tout de suite. Mais vous savez qu'on fait des tests sur des souris pendant quelques semaines et que jamais on fait 2 générations. Or, des toxines comme les toxines insecticides comme ça, c'est quand même un petit peu sur l'accumulation et sur les générations que ça peut être visible. Bref. Mais tout ça, à la limite, je dirais que c'est rien par rapport à ce problème-là. Alors, je reviens à la biodiversité. La biodiversité, c'est donc un processus de production de choses nouvelles, tout le temps. Vous vous souvenez de l'arbre de Darwin. Et l'agriculture, jusqu'à présent, a fait de la biodiversité. Pourquoi? Parce que chaque agriculteur reproduisait ses semences. Et donc, en reproduisant ses semences, eh bien, il sélectionnait avec les conditions locales de ses champs, avec ses pratiques à lui, etc. Et comme chaque agriculteur faisait ça, ça créait de la différenciation. Ça aurait même pu créer un isolement tel de chaque champ qu'il perde toute diversité, mais heureusement, les agriculteurs avaient la bonne idée d'échanger des semences avec les voisins régulièrement, et donc du coup de remettre un petit peu de diversité dans leurs champs, ce qui fait que ça évolue en permanence. Le résultat, c'est qu'en 10 000 ans d'agriculture, on a fabriqué des milliers et des milliers de variétés de chaque espèce cultivée, avec chacune ses spécificités, ses possibilités par rapport à des conditions climatiques, des conditions de maladie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand je suis arrivé dans le milieu agronomique, on m'a dit, mais il y a un problème, c'est que les ressources génétiques sont en train de... Il y a une érosion des ressources génétiques. Comment conserver les ressources génétiques? Et je me souviens que je me disais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai étudié l'évolution, je me disais, mais c'est quand même curieux. La nature, qui est très con, a réussi à faire des tas de trucs. Les agriculteurs, depuis 10 000 ans, qui n'étaient pas très malins non plus, ils ont réussi eux aussi à faire plein de diversité. Et nous, avec toute notre science, tout ce qu'on cherche, c'est comment la perdre le moins vite possible. On ne pourrait pas au moins la garder, voire même en fabriquer, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on la perdait? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit il y a 150 ans, et je pense que personne n'en a vu les conséquences. Il y a 150 ans, se sont différenciés 2 sortes d'agriculteurs, ceux qui produisent les semences et ceux qui les exploitent. Et c'était une bonne idée, parce que fabriquer des semences, ça demande un travail très méticuleux, c'est une spécialité. Donc si chaque agriculteur ressème ses propres semences, c'est pas génial. Alors que si jamais c'est des spécialistes, ils font des semences calibrées, juste comme il faut, etc. Le malheur, c'est qu'en faisant ça, au lieu d'avoir cette diversité immense de lieux où étaient reproduites les espèces, elles étaient plus reproduites que chez les semenciers. Et ça faisait beaucoup moins de diversité. Mais alors maintenant, qu'avec d'une part les mouvements économiques standards que vous connaissez de concentration industrielle, plus le fait que les boîtes d'agrochimie ont décidé de récupérer les secteurs des semences pour vendre leurs produits chimiques, comme Monsanto n'est pas le seul, le résultat c'est qu'aujourd'hui il y a presque plus de semenciers au niveau mondial. Et du coup la diversité des plantes cultivées est en train de s'effondrer, mais à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. D'accord, ça va? Donc en fait, cette concentration de la propriété des ressources génétiques dans quelques mains met en danger toute la nourriture de la planète dans l'avenir. Donc, et ça, c'est pas seulement un risque que 3 personnes s'empoisonnent dans un coin, voire même 100. C'est toute la nourriture de l'humanité qui est en jeu là. Alors, la perte de cette diversité... Ça a été jusqu'à stériliser les graines issues des Alors, semences. il y a une construction génétique très astucieuse qui a été sortie par une petite start-up nord-européenne, que les écolos se sont empêchés d'appeler Terminator, qui est donc une construction qui permet de faire que votre plante, elle a le gène en question, là, enfin, le gros machin d'ADN que vous lui avez introduit. La plante, la graine, vous pouvez la semer, elle fera une plante qui fleurira, qui fera des graines, mais les graines seront stériles. Comme ça, vous serez obligé de racheter les semences l'année d'après. J'avais entendu à l'époque, où le dossier n'était pas encore assez chaud, un technicien de chez Monsanto, enfin un ingénieur de chez Monsanto, expliquer que cette construction ne servait à rien chez nous puisqu'elle brevet. Donc on arriverait toujours à obliger les agriculteurs à racheter leurs semences, mais que dans les pays du tiers-monde, où c'était moins facile de faire respecter la loi, ça serait quand même utile d'avoir un truc comme ça. Bon, aujourd'hui, Monsanto fait plus attention à sa com. Effectivement, il n'y a pas besoin de cette construction. Alors, cette construction, elle a été rachetée par Monsanto. Le brevet a été racheté par Monsanto, mais il ne l'a jamais mis en œuvre dans des graines réellement commercialisées. Voilà. Alors, devant cette perte des ressources génétiques, les
les grandes entreprises ont décidé de trouver une parade. Et ça, pour moi, c'est génial. On fabrique un immense souterrain, un frigo souterrain, dans une île norvégienne qui s'appelle Svalbard, Spitzberg. Et c'est très Spitzberg, oui. Et on va mettre dedans toutes les semences de la planète. The Global Seed Vault, ça s'appelle. L'arche de Noé des semences. C'est génial, hein, comme ça, voilà. On fout tout en l'air, mais on a tout mis de côté. Alors, hein, ça va, hein. Moi, je m'étais intéressé, bien sûr, au problème de banques de graines. Ça existe déjà des banques de graines, hein, pour le maïs, pour le riz, etc. Ça coûte horriblement cher à faire fonctionner parce que tous les 10 ans, il faut les ressortir, les faire germer, les faire fleurir, récolter les graines et remettre dans le frigo. Alors, vous faites ça pour le maïs à Mexico, vous faites ça pour le riz. Mais je me suis dit, mais comment ils vont faire sur une île norvégienne pour faire les bananiers, les machins et tout. Et donc j'ai été regarder un peu et ils ne le font pas, tout simplement. Donc, on est en train de construire, enfin on a construit, on est en train de remplir un immense cimetière souterrain de graines. C'est génial, non? Moi je trouve ça génial parce que j'ai mis longtemps, je crois que maintenant j'ai compris. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec des responsables de ce truc-là, mais alors, il y a la fondation Bill Gates, il y a des boîtes de biotech comme Syngenta. Monsanto a été très discret, ils ont mis que des filiales dedans, mais pas eux directement. Enfin, pourquoi faire ça? Je pense que c'est ça que je trouve très intéressant et ça répondra un peu aussi à ce que vous me disiez tout à l'heure. Alors, la directrice de l'INRA, quand je fais des cours à Sciences Po, ces questions-là, et souvent il y a la directrice de l'INRA qui est passée avant moi, alors du coup on parle tous les deux de ça et c'est assez rigolo parce qu'on ne donne pas la même réponse. Elle dit c'est juste de la poudre aux yeux pour rassurer les gogos. Et moi j'y crois pas du tout, hein. Moi je crois que presque toujours les gens qui font des trucs comme ça ils y croient. Faire des trucs aussi gros que ça, en sachant que c'est une grosse merde, moi j'y crois pas du tout, hein. Je crois qu'ils y croient. Alors qu'est-ce qu'ils croient? Comment ils croient que ça va être utile d'avoir foutu au congélo la diversité des plantes cultivées actuelles? Eh bien, pour moi, il y a deux aspects là-dedans. Le premier, c'est que, évidemment, ce qu'ils pensent, c'est que, certes, les graines vont mourir, mais les gènes seront encore dedans. Et que donc, il suffit de faire progresser suffisamment les biotech, et on les ressuscitera. Et en tout cas, on pourra aller piocher des gènes pour faire des transgéniques. Donc en fait, pour moi, les deux erreurs, si vous voulez, hein. La première, c'est qu'on est dans une vision linéaire, arche de Noé. D'ailleurs, c'est l'image couramment employée, hein. C'est-à-dire, la diversité, elle est là, c'est celle-là, et il faut juste la garder. L'idée que c'est un processus dynamique, que ressusciter des plantes, ça se trouve, dans 20 ans, ça ne servira plus à rien, parce que les nouveaux pathogènes, c'est plus les mêmes. Et que les gènes de résistance, il n'y en avait pas à cette époque-là, etc. Ça ne leur vient même pas à l'idée parce qu'il n'y a pas de vision écologique d'ensemble. Encore une fois, c'est une vision réductionniste, ce n'est pas une vision globale. C'est-à-dire on croit qu'en allant chercher les gènes, on réglera le problème. On n'a pas une vision globale de ce que c'est que la biodiversité, de ce que c'est que l'écologie, de ce que c'est que l'évolution. Et du coup, on fonctionne avec une technologie très avancée, mais sur des idées scientifiques du XVIIIe siècle. Et le deuxième aspect que je trouve intéressant là-dedans, c'est cette idée qu'au fond, le progrès détruit, mais donne de nouvelles possibilités. Et qu'au fond, c'est ça, le progrès. C'est-à-dire, oui, je fous en l'air telle ou telle chose, mais je le remplace par un nouveau savoir-faire. Et je pense que je comprends pourquoi on pense ça. Enfin, je comprends que des gens pensent que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, effectivement, on a perdu beaucoup de savoir des alchimistes, mais on a gagné en faisant de la chimie parce que ça devenait plus opérationnel. Les métiers à tisser, jacquard, etc., il y a eu des bagarres, hein, pour savoir si jamais il fallait laisser perdre le savoir-faire des tapissiers d'avant, si jamais, etc. Bien sûr, on a toujours fait ça. Le progrès, ça a toujours détruit des choses pour en mettre d'autres à la place. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique comme ça. Il y a des gens qui pensent que, certes, le progrès pose des problèmes, mais que, comme il nous donne de nouvelles possibilités, on réglera toujours les problèmes d'avant avec nos nouvelles possibilités. Et là, ben voilà, typiquement,
Oui, on va foutre en l'air la diversité des plantes cultivées pour faire une agriculture plus standardisée, plus productive à l'unité de surface, etc. Bon, bien sûr, on va foutre en l'air la diversité, mais nos techniques nous permettront de refabriquer cette diversité pour peu qu'on ait mis ça au frigo. Voilà, donc moi je voudrais vous... Évidemment, vous vous doutez que j'aime pas cette attitude-là. Moi personnellement, je trouve que c'est un peu con d'avoir une diversité qui tourne, d'avoir tous les moyens d'entretenir cette diversité, voire même de l'augmenter, et plutôt que de faire ça pour des raisons économiques à très court terme, de bousiller tout en prétendant tout mettre au frigo et en prétendant qu'on ressortira ça quand on en aura besoin. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas quelle catastrophe il faudra qu'on fasse pour qu'un jour on se dise qu'on ne peut plus continuer comme ça. Quand je vois ce qu'il a fallu faire pour faire Nuremberg, je me dis qu'il faudra faire quelque chose de moins aussi grave pour faire un autre Nuremberg sur le même sujet, enfin sur ce sujet-là. Mais comprenez bien que l'autre attitude est tenable aussi. De dire, ouais, c'est le progrès, on avance, et puis voilà, c'est ça la beauté de l'espèce humaine, c'est qu'elle prend des risques et qu'elle fonce. Comment? Ah non, ça. Oui, on implique pas mal de monde. Ouais, mais enfin ça, vous savez, à la limite, il y a quand même pas mal de gens qui pensent qu'au fond, on pourrait se contenter de quelques espèces, celles qui servent à faire le fromage, le pain, le vin, et puis voilà, les autres... Voilà, alors, ce qui dit, je pense que c'est une vieille interrogation. Oui, alors donc, je voudrais quand même vous dire que, évidemment, moi, je trouve ce débat respectable. Est-ce qu'il faut courir tous les risques, tant pis, mais c'est comme ça qu'on s'amuse avec le progrès, ou est-ce qu'il y a des moments où il faut dire stop, là, ça serait bien même de revenir un peu en arrière. À l'heure actuelle, il y a des agriculteurs qui veulent revenir en arrière, c'est-à-dire qu'ils recommencent à faire leurs semences eux-mêmes. Sachez qu'ils le font dans l'illégalité, parce qu'actuellement, on n'a pas le droit de se vendre une semence qui n'est pas au catalogue du ministère de l'Agriculture, et que pour qu'une semence soit mise au catalogue, il faut toute une série de tests, que donc l'idée de ressemer chaque année ses semences et d'échanger avec les voisins, c'est interdit, parce que quand j'échange, c'est une forme de vente, et donc il faudrait que je fasse plein de tests agronomiques sur chaque année de ma culture, ce qui est évidemment impossible en temps et en moyens. Il y a une chercheuse à l'INRA qui travaille sur cette question qu'on appelle la section participative, c'est-à-dire comment faire pour faire de l'amélioration des plantes, pour éventuellement utiliser des biotechnologies, mais dans un cadre comme celui-là, en utilisant le fait que chaque agriculteur peut ressemer ses semences et que du coup on va fabriquer de la diversité au lieu de la perdre. Il y a une chercheuse qui travaille là-dessus par rapport à quelques milliers de chercheurs qui travaillent sur le fait de faire des OGM. Vous voyez, c'est comme ça à l'heure actuelle. C'est cette approche très réductionniste de notre science moderne. De même qu'il y a une chercheuse à l'INRA qui travaille sur le bio. C'est tout. Et donc ce qui continue à se développer, c'est l'agriculture industrielle, mais quand on voit à l'heure actuelle ce qui est en train de se passer dans des pays comme l'Argentine, là je trouve qu'on se rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui devient assez grave pour tout de suite. C'est qu'en Argentine, l'Argentine c'était un pays exportateur de viande et de pas mal de produits agricoles il y a encore peu de temps, mais ils ont décidé de se spécialiser dans la production de soja transgénique. C'est pratique. Vous enlevez de la forêt ou des champs de culture vivrière, vous passez des grosses machines pour nettoyer tout ça, et du Roundup pendant que vous y êtes. Hein. Vous passez des grosses machines pour semer le colza, juste derrière, ou même en même temps. Après, de temps en temps, vous passez en avion pour mettre du Roundup pour que ça soit propre, et vous produisez du soja en quantité. L'Argentine exporte des tonnages monstrueux de soja à l'heure actuelle. C'est le plus gros revenu de l'État argentin. Le problème, c'est que le soja nourrit personne. Enfin, si, ça nourrit les gens qui vendent le soja. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus donc, des exploitants, des haciendas diverses et variées, qui employaient du monde, etc. Vous avez ça. Et le type qui est dans l'avion, c'est un pilote d'avion, qui a été loué par une entreprise pour passer le Roundup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Argentine, c'est que des entreprises récupèrent des terres, louent des machines et des saisonniers pour faire le travail, et puis si un jour ça ne marche plus, ils largueront les terres, c'est tout. Ce n'est pas des propriétaires terriens, ce n'est pas des gens impliqués dans le long terme, c'est juste des entreprises. En plus, c'est vachement bien de désherber avec du Roundup de cette façon-là, parce que quand il y a un peu de vent, là, si jamais ici il y a un petit agriculteur qui a gardé sa terre, hop, Roundup.
Et donc, il part dans les favelas, et l'année d'après, la terre est disponible pour faire du soja transgénique. Le résultat, c'est qu'il n'y a jamais autant de gens qui crevaient de faim en Argentine qu'aujourd'hui. Alors que l'Argentine est devenue un hyper-exportateur agricole. Oui, c'est plus un problème politique qu'éthique, en l'occurrence. Le problème, c'est que c'est totalement mélangé. C'est ça que je voudrais vous montrer. Que les choix politiques se basent sur l'éthique, oui, mais en l'occurrence, c'est un choix politique. Là. Moi, je trouve que la politique, l'éthique et la technique sont tous les trois absolument indissociables. Ce que, en revanche, je voudrais que vous voyiez, c'est que vous avez ici un cas typique où on a industrialisé l'agriculture grâce aux OGM, et où le résultat, c'est qu'il y a de plus en plus de pauvres et de plus en plus de gens qui crèvent de faim. Ce qui est sûr d'ailleurs, c'est que les OGM, comme on l'a dit, ça n'augmente pas la production, ça diminue le travail pour obtenir la même production. Or, et ça je pense que c'est un problème à la fois économique, politique et éthique, qu'est-ce qui est le facteur limitant actuellement dans nos sociétés? C'est plus le travail. En fait, on a construit nos sociétés sur l'idée que le travail était le facteur limitant de la production. Aujourd'hui, notre travail est devenu suffisamment efficace pour que le travail ne soit plus le facteur limitant. Ce qui devient le facteur limitant du système économique, c'est la consommation, c'est tout ce que vous voudrez, mais c'est les matières premières et les ressources naturelles qu'on utilise. Il y a un certain nombre d'économistes qui disent qu'il devient urgent de changer le système de taxation pour ne plus taxer le travail, mais les ressources utilisées, parce que c'est ça maintenant qu'il faudrait limiter. Si vous taxez le travail, ce que vous faites, c'est que vous fabriquez des entreprises qui vont essayer de diminuer le travail chez elles et qui, du fait, parce que c'est comme ça qu'elles augmenteront leur rentabilité. Si vous taxez les ressources, à ce moment-là, vous fabriquerez des entreprises qui essaieront d'utiliser le moins possible de ressources. Malheureusement, je ne sais pas combien de temps on mettra à comprendre ça et à le faire. Alors, est-ce que c'est de l'éthique? J'en sais rien. Enfin, oui, c'est de l'éthique pour moi, parce que si on ne le fait pas, on sait que ça va être catastrophique pour beaucoup de monde. Donc, vous faites des OGM, vous diminuez le temps de travail. Mais diminuer le temps de travail, ça fait juste qu'il y a plus de gens qui n'ont pas de boulot, c'est tout. Ça ne fait pas plus de production. Et le problème est quand même pas mal là. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au fond, l'argument, ça va permettre de nourrir la planète, est presque le seul argument qui reste aux gens qui défendent la technologie OGM telle qu'elle est faite à l'heure actuelle, parce que je ne dis pas que les OGM sont mauvais en général, hein. Je dis que tel que c'est fait là, c'est mauvais. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en France, donc dans les années 90, on a commencé à avoir des débats sur ça, mais dans des cercles très fermés qui n'intéressaient personne. C'est seulement en 96 que le débat sur les OGM est sorti dans le grand public. En particulier grâce à un article de Libé qui s'appelait « Alerte au soja fou ». Alors c'était à la fois drôle et triste cette histoire parce qu'il y avait un bateau de soja transgénique qui arrivait des US et les journalistes de Libé avaient fait des photos de mecs de Greenpeace avec des blouses blanches et les X de X-Files dans le dos qui tendaient les bras comme ça, puis derrière on voyait le bateau effrayant avec son soja transgénique qui débarquait. Alerte au soja fou en 96, c'était bien vu parce que c'était la crise de la vache folle, hein. Malheureusement, ça a orienté tous les débats sur le problème de savoir si c'était dangereux pour la santé de manger des OGM. Alors que le vrai problème, il est là, hein, sincèrement, il n'est pas dans... Je pense qu'il y aura des effets de toxicité, évidemment, un jour ou l'autre, mais pour moi, ça, c'est tellement plus grave que quelques empoisonnements que je... Bien sûr. Il y a d'autres problèmes qui sont chers. Non, mais vous voyez, si jamais on est dans un système économique qui redistribue bien les bénéfices, c'est là que je suis d'accord avec vous. Si on avait des systèmes économiques et politiques qui redistribuaient les bénéfices, ces immenses bénéfices profiteraient à tout le monde. Évidemment, on sait bien qu'on n'est pas dans des systèmes économiques comme ça, que ça ne profite pas du tout à tout le monde, mais juste à quelques personnes, et que le reste du monde crève de faim. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, oui, je reviens à mon 96. Donc 96, début du truc. En 98, conférence de citoyens en France. La première conférence citoyenne tenue en France, était sur les OGM. Beaucoup de battage médiatique. Les boîtes de biotech décident de mettre le paquet. Elles font des doubles pages couleurs dans tous les grands journaux. Le Monde, Le Figaro, Libé. Je ne sais plus si François existait encore à l'époque. Et ça a eu un effet catastrophique. Il y avait le petit José Bové, paysan du Larzac, qui avait l'air d'un côté du mec qui essaye de se battre pour maintenir un terroir, de la bonne bouffe et tout ça, et de l'autre, les méchants biotechnologistes qui foutaient un pognon dingue pour bourrer le mou des gens. Échec total de la campagne de pub.
Je les suis parce que quelques temps après, comme j'étais dans la conférence citoyen, j'étais très impliqué. Quelques temps après, Publicis m'a demandé si je voulais bien venir discuter avec eux. J'y suis allé. Et ils m'ont dit, voilà, on est chargé de trouver des méthodes qui permettraient aux gens d'accepter les OGM. Je suis très content de vous aider. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Vous supprimez le brevet. Je savais que ce que je leur disais leur servirait à rien. Vous enlevez le brevet. Il n'y a plus d'OGM, hein, j'espère que c'est clair. Vous enlevez le brevet. Tout ce dont je vous parle là, l'appropriation des semences, etc., disparaît. L'intérêt des OGM, il n'y en a plus. L'OGM fait Oui, par des boîtes privées. bien sûr, bien sûr. Il pourrait peut-être y avoir d'autres OGM. Absolument, on pourrait. Le problème, c'est que l'État français, par exemple, pour vous donner une idée, l'État français a décidé de faire un gros programme pour essayer de concurrencer le privé. Ils ont monté un truc qui s'appelait Génoplantes, dans lequel il y a eu 2 milliards de francs qui ont été mis direct comme ça, et où le critère d'acceptation des programmes, c'était qu'il y aurait du brevet derrière. Je crois qu'au total, on a sorti 20 ou 30 brevets, pendant que Monsanto en sort plusieurs centaines par an. Le public ne peut pas concurrencer le privé sur ces questions-là, dans aucun pays. Enfin, les USA n'ont pas les mêmes blocages que nous. Ben, n'empêche que le public est ridicule par rapport au privé aux USA aussi sur ces questions. Il ne faut pas croire, on peut pas. Le public, il est fait pour faire de la recherche, il n'est pas fait pour faire de la production. Et d'ailleurs, il n'a même pas le droit de le faire, parce que si vous faites de la production avec du public, le résultat, c'est que les boîtes privées vont vous dire qu'on leur fait de la concurrence déloyale, et ils auront raison. Voilà, donc, mais vous voyez, c'est toute l'ambiguïté, c'est que comme au début, quand les maïs hybrides sont arrivés par là, l'INRA s'est dit, bon, bah, le privé s'y met pas, et hop, on y va. C'est l'INRA qui a fait les premiers maïs hybrides. Très rapidement, l'Imagrin en a fait aussi. Et au bout de pas longtemps, l'Imagrin dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Notre variété, LG11, et à une seule concurrente en France, c'est l'INRA 258. Mais comment est-ce que l'INRA peut se permettre de nous faire de la concurrence? Eux, ils travaillent avec des crédits publics, nous, on travaille avec des crédits privés, on n'a aucune chance. Et l'INRA dit, en effet, c'est pas à nous de faire de la concurrence. Maintenant qu'ils savent le faire et qu'on leur a montré, on arrête et on est à leur service. L'INRA s'est donc mis au service des semenciers. Ce qui était logique, sauf qu'ils se sont mis aussi au service de la logique économique des semenciers, et pas seulement d'une logique biologique, si vous voulez. C'est là que ça devient le problème. Hein. Donc évidemment, tout ça a une logique. Hein. Et moi, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas à reprocher aux boîtes de faire leur jeu. Ce qu'il y a à reprocher, c'est à ceux qui font les règles du jeu pour les boîtes, de laisser des règles du jeu qui permettent ça. Alors je finis avec mon histoire de 98, Publicis me dit ça, et je leur raconte des trucs donc, qui pouvaient leur servir à rien, et 15 jours après, je vois sortir la trouvaille de com sur les OGM, on va nourrir la planète, dont il n'avait jamais été question avant ça. Alors j'ai appris depuis que c'est une boîte de com anglaise qui a trouvé le coup. Il y aura bientôt 9 milliards d'humains, et pour les nourrir, il faut des OGM. Et ça marche. Ça marche du feu de Dieu dans le grand public, mais ça marche surtout du feu de Dieu chez les scientifiques. Parce qu'imaginez, vous êtes un chercheur et vous faites des recherches sur les OGM. Et on vous dit, espèce de salaud, tu es en train de favoriser des boîtes comme Monsanto, vous ne vous sentez pas fier de vous. Si vous pouvez vous dire, je vais nourrir la planète avec mes recherches, là, ça va mieux tout de suite. Donc là où ça a eu le meilleur écho, c'est dans les labos de biotech eux-mêmes. Et les chercheurs, ils croient dur comme fer. Et quand on leur montre ça et qu'on leur dit, mais arrêtez vos conneries, ça ne marche pas actuellement de la façon dont c'est utilisé, ils ne veulent pas l'entendre. Ils disent, oui, mais quand même, quand il y aura 9 milliards d'humains, il faudra bien trouver des trucs pour. Et actuellement, c'est comme ça que ça se passe, hein, la discussion. Donc, là encore, on est dans une situation, alors tous les scientifiques ne sont pas pro-OGM, mais tous les dirigeants des systèmes scientifiques sont pro-OGM. L'Académie des sciences, c'est terrifiant. Hein. Ils ont fait un rapport sur les OGM, ils n'en ont fait qu'un, heureusement, et je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient, mais il y avait un chapitre environnement, évidemment. Et le chapitre environnement, ils l'ont fait faire par une biochimiste qui ne connaît rien à l'environnement, mais qui connaît bien les OGM parce qu'elle en fabrique plein. Et alors du coup, évidemment, quand des gens comme moi, on était interviewés par la presse et qu'on nous parlait de ce rapport, on disait, bah oui, ben regardez, des gens incompétents qui disent des conneries, ça fait un rapport nul. Voilà. Le responsable du rapport à la commission, ça fait une dépression après ça. Ce qui prouve qu'il ne devait pas être conscient du fait qu'il se foutait du monde à ce point-là. Et pourtant, si vous faites un rapport sur l'environnement, vous êtes académicien, des sciences, la moindre des choses, c'est de demander à quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'écologie de faire ce morceau de rapport. Mais ça n'aurait même pas venu à l'idée. C'est intéressant, dans votre langage, on ne peut être que pro ou anti. Absolument, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors absolument, donc c'est très intéressant sur le plan sociologique, parce que Absolument. d'autres sujets ne se posent pas dans ce terme-là. Absolument, je suis d'accord avec vous. Il faut tout de suite s'afficher pro, on ne peut pas... Pas tout de suite, mais moi j'ai longtemps essayé de rester au milieu. Et puis au bout d'un moment, j'ai pas pu, parce que si vous voulez...
devant la négation de tous ces problèmes par Je suis- mes je collègues, suis- je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rester neutre. Mais ceux que vous qualifiez de pros, peut-être sont devenus anti-anti. Parce Oui, que c'est vrai, oui. le Vous sectarisme avez raison, d'un côté vous avez raison. pousse à Enfin, radicaliser des attitudes. vous- Et vous- se priver d'un débat. Vous auriez raison si jamais ça ne s'était pas passé comme ça s'est passé. Si au début, il y a eu des demandes de débat d'un côté et des refus de débat de l'autre. Il n'y a plus de débat, c'est possible. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc après, une fois qu'on en est là, il y a un moment où, vous voyez, c'est comme pour l'eugénisme. Peut-être qu'au début, c'était normal d'en discuter, puis il y a un moment où vous dites non, là, maintenant, ça ne me va plus, je dis non. Il y a un moment où on ne peut plus discuter. Mais si on tire des leçons de l'histoire, on s'aperçoit bien que lorsqu'il y a radicalisation, c'est là qu'on s'est poussé à l'extrême, qu'on se met dans une erreur historique. Donc, Est-ce que vous trouvez que c'était de radicalisation d'être anti-nazi? non, mais oui, parce que ça a été poussé à l'extrême, c'est pour ça. Et Vous ça- croyez que le fait d'être anti-nazi était radical? ça n'a- Attendez, c'est pas dans ce sens. Moi, je dis que l'erreur, ça a été de ne pas être suffisamment vite anti-nazi en Europe. C'est pas si le fait en France, on a essayé de suivre votre démarche, de dire bon, voyons, il y a peut-être des choses bien à faire avec ces gens-là, et on a fait Munich, et on a fait tout ça. Or, l'erreur, ça a été de ne pas radicaliser. Donc, si vous regardez les leçons de l'histoire, il y a des moments où vous avez raison, mais il y a des moments où c'est le contraire. Enfin, c'est mon avis, hein. Je pense qu'il y a des moments où ça atteint un point auquel on doit dire stop, là, je ne peux plus être d'accord du tout. Ça, c'est- Et quand on en arrive là, eh ben, alors, ça m'a attiré quelques ennuis. Hein. J'ai été viré de la direction du CNRS parce que j'ai été témoin de la défense dans un procès de José Bové et autres. mais bon, globalement, dans ma communauté de gens qui s'occupent d'écologie et d'évolution, disons de biologie intégrative, ça ne m'a pas nui. Mais dans la communauté des biologistes en général, évidemment, ça m'a nui énormément parce qu'il y a quand même 90% de biologistes qui sont du côté moléculaire et réductionniste, et, au minimum. Hein. Alors, il y a quelques personnes comme Amezen, etc., qui ont un esprit très ouvert, mais à part ça... Voilà.